Les gens ne chuchotaient plus à propos de Nora et Elias. Ils leur riaient au nez. Tout ça parce que ce couple de personnes âgées avait fait quelque chose que personne en ville ne pouvait comprendre. Ils avaient utilisé leurs 3 derniers dollars pour acheter quelque chose qui n'avait presque aucune valeur. Une cabane de 10 mètres carrés, pourrissante, couverte de lierre, seule sur un lopin de terre oublié. Pas d'électricité, pas d'eau, pas d'avenir. Les gens passaient, ralentissaient, regardaient, puis secouaient de la tête. On ne peut pas vivre là-dedans. C'est pitoyable. Ont-ils perdu la tête? Mais Nora n'écoutait pas. Elle se tenait là, simplement tenant la main de son mari. Et elle regardait la cabane comme si ce n'était pas un tas de bois pourri, comme si elle cachait quelque chose que toute la ville ne pouvait pas voir, quelque chose que seule elle croyait réel. Et quelques jours plus tard, cette porte pourrie s'est ouverte, pas seulement pour révéler de la poussière, mais pour révéler un secret qui pourrait tout changer. Si vous avez déjà vécu un moment où le monde entier pensait que vous aviez tort, mais où vous étiez convaincu d'avoir raison, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car cette histoire commence avec 3 dollars, mais elle se termine dans un endroit que personne n'aurait pu imaginer. Et pour comprendre pourquoi ils ont osé tout risquer, nous devons revenir au moment où leurs vies ont touché le fond. Nora Bennett était assise sur un banc en plastique au bureau d'aide sociale du comté, ses 2 mains agrippant un vieux sac à main aux anses usées. À côté d'elle, Elias Bennett était assis, légèrement voûté, son épais manteau délavé enveloppant un corps devenu bien plus mince après des mois d'épuisement. Nora avait 68 ans, Elias en avait 71. Aucun d'eux n'avait jamais imaginé qu'un jour, ils se retrouveraient assis ici, parmi des inconnus, attendant d'être appelés pour demander une aide alimentaire d'urgence et un abri temporaire. Suivant. La femme derrière la vitre parla d'une voix sèche. Nora et Elias se levèrent ensemble et s'avancèrent vers le comptoir avec le dernier reste de dignité qu'ils essayaient encore de préserver. Non, Nora et Elias Bennett. Motif de la demande d'aide. Nora regarda son mari. Elias hocha légèrement la tête. Notre maison a brûlé, dit-elle, en essayant d'empêcher sa voix de trembler. Il y a 3 mois, un court-circuit électrique dans le mur de la cuisine. Le feu s'est propagé trop vite. La femme arrêta de taper et leva légèrement les yeux. Et l'assurance? Elias laissa échapper un faible rire. Un son rauque, plus dû à l'épuisement qu'à l'amertume. Ils ont dit que le système électrique était trop vieux, que nous étions responsables de l'entretien. Ils contestent les termes du contrat. Autrement dit, ils ne peinent pas. Mais l'incendie n'était pas le commencement. Ce n'était que le coup de grâce. 1 an plus tôt, leur fils Caleb s'était de nouveau présenté à leur porte, dans un état pire que jamais. Décharné, les yeux creux, tremblant et désespéré. La drogue l'avait rongé de l'intérieur. Et bien que toute la ville ait dit à Nora et Elias qu'il était temps de le laisser tomber, ils n'avaient pas pu s'y résoudre. Ils ont retiré presque toutes leurs économies pour placer Caleb dans un centre de désintoxication privé, payer les factures d'hôpital, payer les avocats, payer les dettes qu'il avait accumulées et que les créanciers venaient réclamer chez eux. Elias a même vendu son vieux bateau de pêche bien-aimé. Nora a mis en gage les bijoux que sa mère lui avait laissés. Puis Caleb s'est enfui au milieu de sa 2e cure de désintoxication, emportant l'argent liquide que Nora avait caché dans le tiroir de la cuisine. Il n'avait même pas réussi à se remettre de ce coup dur quand l'incendie est arrivé. La maison en bois blanc de la rue Alder, où ils avaient vécu pendant 37 ans, a été réduite en cendres en une seule nuit glaciale d'octobre. Leur photo de mariage, le berceau qu'Elias avait construit pour Caleb quand il était encore un nouveau-né. La table de la salle à manger où toute la famille s'était autrefois réunie pour Thanksgiving. Tout est parti en fumée. Après que la compagnie d'assurance a refusé de les indemniser, ils ont emménagé dans un motel bon marché à la périphérie de la ville. Le loyer de la chambre a consumé leurs derniers dollars. Quand il n'y a plus eu d'autres options, ils se sont installés dans une vieille Ford Taurus garée derrière la station-service. « Combien d'argent liquide avez-vous en ce moment? » demanda la femme derrière la vitre. Nora ouvrit son portefeuille. Elle regarda 3 billets froissés d'1 dollar et quelques pièces qui traînaient au fond de la doublure en cuir craquelé. 3 dollars et 14 centimes. Une lueur de pitié apparut sur le visage de la femme.
Et Nora sentit que cela faisait plus mal que le mépris. La femme imprima plusieurs feuilles de papier expliquant la liste d'attente pour les logements sociaux, les églises qui pouvaient distribuer de la nourriture ou offrir un abri, qui étaient incomplètes toute la semaine. Elias prit la liasse de papier comme s'il tenait une promesse arrivée trop tard. Dehors, le vent de fin d'automne balayait le parking avec un froid mordant. Elias remonta le col de sa femme alors qu'il marchait vers la voiture. « On devrait prendre de l'essence, dit-il doucement. L'aiguille est presque sur la réserve. On doit aussi manger, répondit Nora. 3 $ n'étaient pas suffisants pour les deux. Ils restèrent assis dans la voiture un long moment sans la démarrer. Observant le flot de personnes entrant et sortant du bâtiment d'aide sociale, comme s'ils regardaient un autre monde. Finalement, Elias démarra la Ford. Le moteur s'ébroua dans un bruit fatigué. « Roulons juste un peu, dit-il. Peut-être qu'on trouvera une idée. » Ils traversèrent les rues familières d'Ashburn, dans le Vermont, passant devant l'épicerie où Nora achetait des pommes chaque samedi matin, passant devant le garage où Elias avait travaillé comme mécanicien pendant 30 ans, passant devant leur quartier qui n'était plus qu'un terrain noirci entouré de rubans jaunes d'avertissement. Nora détourna le visage, puis elle vit le panneau. Un morceau de carton attaché à un poteau électrique avec des lettres tordues écrites à la main. Vente de succession. Tout doit disparaître. Annexe incluse, argent comptant seulement. « Arrête-toi, » dit Nora. Elias la regarda. « Nora, s'il te plaît. » Il se gara sur le bord de la route. Tous deux fixèrent le panneau comme s'il venait d'apparaître de nulle part. La propriété de la famille Whitaker se trouvait à la lisière nord de la ville, là où les routes pavées laissaient une place à des clôtures en bois tordu, des mauvaises herbes hautes jusqu'aux genoux, et des buissons sauvages que personne ne prenait la peine de tailler. Le propriétaire précédent, Harold Whitaker, était décédé 6 mois plus tôt. Il n'avait ni enfants, ni frères et sœurs vivants, et personne qui se souciait vraiment du tas de vieilles possessions qu'il avait laissées derrière lui. La vente de succession ressemblait donc plus au démantèlement de souvenirs qu'à une vente ordinaire. Les gens se déplaçaient dans la cour avant, se penchant pour ramasser des lampes de table, fouillant dans des boîtes à outils, marchandant chaque dollar pour des choses qui avaient autrefois appartenu à toute une vie. Nora et Elias marchèrent lentement à travers la foule sans toucher un seul objet. Chaque étiquette de prix accrochée à un objet leur rappelait amèrement qu'ils n'étaient plus en position de désirer quoi que ce soit. Un fauteuil à bascule pour 15 $, une marmite en fonte pour 12, une boîte de vieilles nappes pour 8. Tout cela était hors de leur portée. Ils étaient sur le point de s'en aller quand Nora remarqua un petit panneau cloué de travers sur le tronc d'un érable, tout au fond du terrain. L'encre noire avait bavé à cause de la pluie, mais c'était encore lisible. Annexe au fond de la propriété. Sans entretien, vendu en l'état, 5 $ ou meilleure offre. Cet endroit, dit Nora, Elias suivit la direction de sa main. Derrière la maison principale, après un hangar dont la moitié du toit était effondré et un poulailler vide, se trouvait une masse épaisse de verdure, comme un bloc de plantes sauvages sortant de terre. Ce n'est qu'en s'approchant qu'on pouvait voir que sous ces lianes se trouvait quelque chose de carré, fait de main d'homme, silencieux et vieux. Un homme en veste usée, tenant un presse-papier, s'approcha d'eux. Il devait avoir la cinquantaine, le visage rougi par le vent froid et une voix épaisse sentant le tabac. « Vous voulez jeter un œil à ça ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?» répondit Nora. Il haussa les épaules. « Personne ne le sait vraiment. Ça pourrait être une remise à outils ou une vieille cabane de rangement. C'était là avant même que M. Whitaker n'achète le terrain. Il ne l'a jamais utilisé. On m'a juste dit de tout vendre. Il fait quelques pas de plus. Et puis, la vue devint plus claire. C'était vraiment une cabane de 10 mètres carrés couverte de lierre, si petite que si l'on y mettait un lit double, il n'y aurait presque plus de place pour marcher. Les murs étaient faits de vieilles planches de bois devenues gris argentées par le soleil et la pluie. Le toit penchait d'un côté sous le poids du lierre et des vignes sauvages. Une fenêtre avait perdu la moitié de sa vitre, et l'autre était si couverte de saleté qu'il était impossible de voir à l'intérieur. La porte en bois sombre était déformée, comme si une forte poussée pouvait l'arracher de ses gonds. Le gérant secoua la tête. Le panneau dit 5 $. Mais honnêtement, si vous en avez 3, je vous la vends. J'ai juste besoin de la rayer de la liste. Elias se tourna pour regarder Nora.
Il n'eut pas besoin de demander ce qu'elle pensait, car il avait déjà vu cette expression. C'était le visage qu'elle avait eu en tenant Caleb dans ses bras juste après sa naissance, en se tenant près du cercueil de sa mère. En acceptant sa demande en mariage lors d'une fête d'été, il y a près d'un demi-siècle. C'était un regard étrangement certain, pas rationnel, mais plutôt comme un appel venu de quelque part au plus profond d'elle-même. Nora, dit doucement Elias, on ne peut pas vivre là-dedans. C'est un abri, dit-elle calmement mais clairement, et c'est la seule chose que nous pouvons nous permettre. L'homme l'entendit et ses yeux s'écarquillèrent. Attendez, vous deux, vous prévoyez vraiment de vivre là-dedans? Nous la prenons, répondit Nora, puis elle ouvrit son portefeuille. 3 $. Les gens à proximité commencèrent à remarquer. Le marchandage autour d'eux ralentit. Quelques regards se tournèrent vers eux, puis vers la masse de lierre couvrant cette minuscule structure. Le gérant prit les 3 billets froissés et les regarda un instant, comme s'il ne pouvait pas croire lui-même qu'il était en train de conclure une telle transaction. À ce moment-là, une voix de femme retentit derrière eux. « Excusez-moi, ai-je bien entendu? » Nora se retourna. C'était Vanessa Cole, l'épouse du propriétaire de la clinique dentaire de la ville, une femme toujours impeccablement vêtue et qui n'avait jamais caché son plaisir à médire sur les malheurs des autres. À côté d'elle se trouvait son mari, Martin Cole, tenant un gobelet de café en papier et haussant les sourcils d'un air ouvertement amusé. « Vous venez d'acheter ça? » demanda Vanessa, en pointant un doigt vers la cabane comme si elle touchait quelque chose de sale. « Oui, répondit Nora. Martin a ri. Pourquoi faire? Comme décoration de jardin? Pour y vivre, dit Elias. Le silence dura moins d'1 seconde avant que quelques rires n'éclatent autour d'eux. Pas fort, pas bruyant, mais assez clair pour transformer une déclaration en blague. Vanessa porta une main à sa bouche, ses yeux s'illuminant comme si on venait de lui offrir une histoire parfaite à raconter au dîner. « Y vivre? » répéta-t-elle. « Mon Dieu, Martin, regarde ça. C'est encore plus petit que la cabane à outils de notre maison du lac. Comme une boîte d'allumettes, dit Martin. Même une boîte d'allumettes est plus neuve. » Elias sentit sa mâchoire se crisper. Il avait supporté assez de regards apitoyés, assez de chuchotements dans son dos depuis l'incendie, mais une moquerie ouverte comme celle-ci lui faisait encore bouillir le sang. Nora posa une main sur son poignet avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Le gérant revint avec un reçu manuscrit et une clé rouillée légèrement tordue à l'extrémité. « Signez ici. Et voici le reçu pour la vente de la structure ainsi que du terrain en dessous, environ 50 mètres carrés selon les anciens registres. »« Ça vient avec le terrain en plus? » demanda Elias. « On dirait bien. La cabane est séparée de la zone d'usage principale, alors l'avocat a dit de tout vendre ensemble pour éviter les ennuis. » Nora prit le stylo et signa son nom proprement. Elias signa en dessous du sien. Le gérant lui tendit la clé. Dans la paume de Nora, elle était froide et lourde, comme un objet remonté du fond des temps. Quand ils se détournèrent, les chuchotements s'étaient déjà répandus dans la cour. Ils ont dépensé leurs 3 derniers dollars pour ce truc pourri. J'ai entendu dire qu'ils dorment dans leur voiture depuis l'incendie. C'est si triste. Au point de perdre la tête. Non, pas triste, fou. Nora ne se retourna pas. Elle marcha droit vers la Ford avec Elias, l'acte de vente plié soigneusement rangé dans la poche de son manteau. En quittant la propriété, elle regarda une dernière fois vers le coin le plus éloigné, où la cabane de 10 mètres carrés couverte de lierre gisait, immobile sous la lumière déclinante du soir, comme un secret qui avait dormi bien trop longtemps. Ils restèrent tous les deux assis dans la voiture un long moment avant qu'Elias n'insère la clé dans le contact. L'acte de vente reposait sur les genoux de Nora, lissé encore et encore par ses doigts gelés. Sur le bord du papier, le chiffre indiquant la taille du terrain était ridiculement petit, mais c'était tout de même un titre de propriété légale. Pour la première fois depuis des semaines, ils pouvaient dire qu'ils détenaient quelque chose qui leur appartenait, même si ce quelque chose n'était qu'une étroite parcelle de terre et une vieille structure presque entièrement engloutie par la végétation sauvage. « On vient de dépenser notre dernier sou, » dit Elias, les yeux toujours fixés droit devant, à travers le pare-brise. « Je sais, il n'y a plus d'essence pour aller loin, plus rien pour dîner. Je sais. » La voix de Nora ne tremblait pas. Il n'y avait aucune attitude défensive, ni aucun signe de regret. Rien que cela fit taire Elias. En 45 ans de mariage, il avait appris une chose.
Quand Nora utilisait ce ton de voix, cela signifiait qu'elle avait entendu quelque chose que les autres ne pouvaient pas entendre, vu quelque chose que la foule avait négligé. Il tourna la clé. La Ford démarra avec un grognement rauque, puis roula vers l'entrée arrière de la propriété Whitaker, comme le gérant l'avait indiqué. Le chemin de terre était étroit et plein de nids de poules, et l'herbe sèche raclait le dessous de la voiture avec un bruit de froissement. Le soleil de novembre avait commencé à sombrer derrière les bois d'érable, apportant avec lui cette lumière dorée et pâle qui rendait tout à la fois beau et froid. Ils se garèrent à quelques pas de la cabane. Maintenant, personne ne les regardait. La cour avant s'était vidée. Les rires, le marchandage, les murmures avaient été laissés derrière avec les dernières lueurs du jour. Seul le vent bougeait dans les lianes, et l'odeur de terre humide montait de l'herbe pourrissante en dessous. De près, la structure paraissait encore pire qu'avant. Le lierre s'accrochait si densément qu'à de nombreux endroits, les murs n'étaient plus visibles. Certaines racines agrippaient le bois comme des doigts tordus. Le toit était fait de vieilles planches couvertes de mousse noire, un coin s'affaissant si bas qu'Elias ne pouvait s'empêcher de soupçonner qu'une forte chute de neige hivernale pourrait tout faire s'effondrer. La fenêtre de gauche était fissurée en toile d'araignée, son cadre en bois déformé. La fenêtre arrière était recouverte d'une couche de poussière et de boue si épaisse qu'on aurait dit de la peinture. Nora s'avança la première. Elle leva la clé rouillée et l'étudia à la lueur du coucher de soleil, puis tendit la main pour écarter les lianes qui pendaient au-dessus de la serrure. Des feuilles sèches tombèrent en flottant sur ses épaules. « Laisse-moi essayer, » dit Elias. Il attrapa la plus grosse touffe de lianes et tira fort. Une masse verte s'arracha, révélant la porte en bois sombre en dessous. Une odeur aigre et terreuse s'éleva des tiges arrachées de l'endroit où elles s'étaient accrochées. Elias continuait d'arracher d'autres couches, ses mains se couvrant rapidement de boue et de sève. Nora se tenait près de lui, protégeant ses yeux des feuilles qui tombaient. La porte était maintenant entièrement exposée. Elle était plus basse qu'une porte ordinaire, forçant Elias à se pencher légèrement juste pour regarder la serrure à niveau. Nora inséra la clé. Le métal racla contre le mécanisme avec un son sec, raide et désagréable. Elle essaya de la tourner. Rien ne bougeait. C'est coincé. Attends. Elias posa sa main sur la sienne sur la poignée de la clé, et ensemble, ils tournèrent une fois de plus. Le mécanisme à l'intérieur a résisté quelques secondes, puis a soudainement cédé avec un petit déclic. Ils restèrent tous les deux immobiles. La porte ne s'ouvrait toujours pas. Le bois avait gonflé avec l'humidité, le bord inférieur scellé au sol. Elias appuya son épaule contre elle et poussa. Les gonds gémirent comme un vieil animal qu'on réveille de son sommeil. Une fente sombre s'ouvrit lentement, libérant une vague d'air épaisse, lourde de l'odeur de moissie, de pourriture, de déjection de souris et du temps enfermé depuis bien trop longtemps. Nora leva une main pour se couvrir le nez. Elias sortit son téléphone de la poche de son manteau, alluma la lampe de poche et l'éclaira à l'intérieur. Le faisceau balaya un sol en bois couvert de feuilles sèches, de terre et des taches noires de l'eau qui s'étaient infiltrées année après année. Des toiles d'araignée s'étendaient des coins des murs jusqu'au plafond, si épaisses qu'elles reflétaient la lumière comme des fils d'argent sale. Dans un coin se trouvèrent les restes brisés d'un vieux nid de souris. Mais ce qui fit s'arrêter Elias, ce n'était pas la saleté. C'était le fait que le sol était encore intact, les murs encore droits, et que la structure intérieure semblait bien plus solide que l'extérieur ne le suggérait. Il avança un pied à l'intérieur. La planche craqua, et craqua mais ne se brisa pas. Puis le second pied. Le plafond était bas, mais plus haut que ce à quoi il s'attendait, atteignant presque 2,50 m à son point le plus élevé. L'espace était juste assez grand pour quelques pas, mais il était à l'abri du vent, plus sec que leur voiture, et certainement plus solide qu'un tas de bois sur le point de s'effondrer. « Ça tiendra, » dit Elias. Nora ne répondit pas tout de suite. Le faisceau de son téléphone venait de balayer le mur en face d'eux et s'était posé sur un détail qui lui coupa le souffle. Elle entra complètement, évitant les feuilles sèches sous ses pieds, et s'approcha. Elias, éclair encore là. Il leva le téléphone. Sur la surface en bois sombre, sous une épaisse couche de poussière et quelques fils de toile d'araignée tendus, se trouvaient des lignes profondément gravées. Pas des rayures aléatoires dues aux intempéries,
ni des marques de griffes d'animaux sauvages. C'était des lèvres. Elias utilisa sa manche pour essuyer la poussière autour de cet endroit. Deux caractères apparurent d'abord, leur ligne encore ferme bien qu'usée par le temps. TB, juste en dessous, se trouvait un nombre, 1871. Nora toucha ces lignes gravées du bout de ses doigts, comme si elle touchait la peau d'un secret qui venait de se réveiller. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris de plomb et d'un froid glacial. L'humidité embuait les vitres de la voiture de l'intérieur après une courte nuit de sommeil agité. Elias se réveilla le premier, le dos raide d'être appuyé contre le siège, le coup si douloureux qu'il dut rester immobile quelques minutes avant de pouvoir bouger. Nora était encore recroquevillée sous la vieille couverture fine, une main posée sur son sac à main par habitude, s'accrochant à la seule chose qu'il considérait encore comme importante. Dehors, l'herbe était couverte d'une couche blanche et scintillante de givre sous la lumière du petit matin. Il n'avait ni café, ni petit déjeuner, seulement une bouteille d'eau à moitié pleine, et la détermination de retourner à l'endroit qui, depuis la veille après-midi, attirait Nora comme un appel sans nom. Elias s'essuya le visage avec sa main, s'étira, puis ouvrit la portière de la voiture. Le froid le frappa immédiatement, lui glaçant les os. Il fit le tour de l'autre côté pour aider sa femme à sortir. La petite cabane se tenait au fond de la propriété comme une note grave et muette parmi les plantes sauvages. À la lumière du jour, c'était plus clair maintenant, et plus dur aussi. Chaque fissure dans le bois, chaque section affaissée du toit, chaque liane s'accrochant fermement au mur se montrait sans pitié. Et pourtant, maintenant, après avoir vu ces lettres profondément gravées dans le mur sombre à l'intérieur, Nora ne le voyait plus comme un endroit sans espoir. Elle y voyait une sorte d'attente. Ils se rendirent d'abord en ville à pied. De la propriété Whitaker au centre d'Ashbourne, il y avait près de 5 kilomètres. Tout le long du chemin, le vent s'infiltrait dans leur col et leurs pieds leur faisaient mal dans leurs vieilles chaussures aux talons usés, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Acheter de l'essence n'était plus possible s'ils voulaient savoir qui était TB, s'ils voulaient comprendre pourquoi une petite structure oubliée portait la date de 1860 et 11 gravée dans son mur. Leur seule option était d'aller à la bibliothèque publique. Le bâtiment de la bibliothèque partageait l'espace avec les archives de la ville dans une vieille structure en briques rouges construite au début du siècle dernier. Quand Nora et Elias entrèrent, la chaleur embua les lunettes d'Elias un instant. Derrière le bureau se trouvait une jeune femme d'environ 30 ans, les cheveux noirs soigneusement attachés, portant des lunettes à monture fine et arrangeant une pile de livres rendus. Elle leva les yeux. « Comment puis-je vous aider? » Nora prit une profonde inspiration. « Nous cherchons de vieux documents historiques sur Ashbourne, les plus anciens possibles, surtout autour de l'année 1871. » La femme les étudia de plus près, non pas avec jugement, mais avec une réelle attention. Il n'y a pas beaucoup de documents ici d'avant la période industrielle, mais il y a quand même une petite collection dans les archives. Vous cherchez quelqu'un? Elias répondit. Nous avons trouvé des lettres gravées à l'intérieur d'une vieille structure. 2 initiales, TB, et l'année 1871. La jeune femme posa la pile de livres. TB Siska Hopper. Je m'appelle Lydia Mercer, dit-elle. Je suis responsable des archives locales. S'il vous plaît, suivez-moi. La pièce à l'arrière était petite, plus fraîche et plus sèche que la salle de lecture à l'extérieur. Des boîtes de documents grises remplissaient les étagères en acier. Lydia enfila des gants en tissu, descendit plusieurs volumes d'index, 2 tubes de cartes enroulés et une vieille boîte de photos. Elle les posa sur la table. Si c'est une marque de propriétaire ou de constructeur, cela pourrait apparaître dans les registres fonciers ou les premiers registres de résidents. Ashbourne s'est développé rapidement après l'ouverture de la route de transport du Nord. Avant cela, cette zone était très peu peuplée. Nora et Elias s'assirent à la table. Leurs doigts, tremblants de froid et de faim, commencèrent à tourner les papiers jaunis un par un. Ils examinèrent des plans de terrain, des lettres échangées entre les premières familles d'agriculteurs, des registres fiscaux et des registres de structures autorisées. Plus d'1 heure passa, et toujours rien que des noms inconnus, des numéros de parcelles sans signification, et le sentiment que leur fragile espoir s'effritait peu à peu. Elias se pencha en arrière sur sa chaise et se frotta les yeux.
Ce pourrait être juste le nom de quelqu'un gravé dans le mur avec un couteau. Nora ne répondit pas. Elle regardait une feuille d'inventaire des bâtiments périphériques de la ville, compilée en 1872. Les lignes d'écriture étaient petites et serrées, l'encre brune presque complètement effacée. Puis elle se figea, Elias. Il se pencha plus près. Son doigt pointait d'une ligne au milieu de la page. Ancien poste de billetterie de Tobias Bell, à côté de la route de transport de bois du Nord. Tobias Bell lut lentement Elias. TB. Lydia l'entendit et approcha immédiatement sa chaise. Laissez-moi voir. Elle se pencha sur la page, ses yeux s'illuminant derrière ses lentilles. Tobias Bell. Mon Dieu, ce nom n'apparaît presque jamais. Attendez un instant. Elle se leva rapidement, traversa jusqu'à la dernière étagère de la pièce et ouvrit un tiroir de classement étiqueté Commerce et Transport ancien. Après quelques minutes de recherche, Lydia revint avec une liasse de papier attachée par un vieux ruban de tissu. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des factures de fret et un article dactylographié copié d'un vieux manuscrit par un professeur d'histoire locale décédé depuis. Tobias Bell parcourut Lydia à voix haute, était l'opérateur d'un petit poste de contrôle de billets et de marchandises sur la route tirée par des chevaux avant que la ligne de chemin de fer ne soit construite plus à l'est. Ce point était autrefois un maillon important entre la forêt d'exploitation et la ville. « Un poste de contrôle ?» demanda Nora. Lydia tourna quelques pages de plus, puis sortit une carte dessinée à la main, jaunie par le temps. Si ce document est exact, la cabane de Bell se trouvait sur un terrain qui appartenait autrefois à l'ancienne ceinture de transport. Plus tard, lorsque la route a changé de direction, l'endroit a été oublié. Beaucoup de bâtiments annexes ont été démantelés, mais il semble qu'un soit resté. Elias regarda la carte, puis sortit l'acte de vente de la poche de son manteau. Ils posèrent les deux papiers sur la table, comparant l'ancien plan du terrain avec la description de la petite parcelle jointe à la transaction de la veille. Lydia resta silencieuse pendant plusieurs longues secondes. « Cet emplacement correspond, » dit-elle. « Presque exactement. » Nora s'agrippa fermement au bord de la table. Lydia se tourna vers une autre boîte de photos, cherchant rapidement comme si son esprit venait d'avoir un éclair de génie. Parmi des photographies sépia de ponts en bois, de charrettes et à cheval et de dépôts de céréales, elle en sortit une plus petite au bord usé. Sur la photographie se trouvait une minuscule structure, seule au bord d'une route de terre, des lianes grimpant déjà sur le toit, bien que la photo elle-même soit très ancienne. Au dos, écrits à l'encre noire, hier se trouvaient les mots « Cabane de Bell, le premier poste de billetterie du Nord d'Ashbourne ». La vieille photographie reposait sur la table en bois comme une pièce à conviction remontée du fond d'un puits de temps. Elias la prit le premier, si délicatement que le bout de ses doigts touchait à peine les bords du papier. Bien que l'image se soit estompée, il n'y avait pas d'erreur possible. La ligne de toit baisse, le cadre de porte étroit, les proportions presque incroyablement exiguës de la structure sur la photo correspondaient exactement à la cabane de 10 mètres carrés, couverte de lierre, qu'ils venaient d'acheter avec leurs 3 derniers dollars. Une seule chose était différente sur la photographie. Elle n'avait pas encore été transformée par le temps et la négligence en la ruine pourrissante qu'elle était devenue maintenant. « C'est ça, Dinora. » Lydia hocha lentement de la tête. « Si c'est vrai, alors vous n'avez pas acheté un hangar abandonné. Vous avez acheté un morceau de l'histoire des transports d'Ashbourne. »« Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda Elias. « Pour l'instant, ça veut dire une valeur historique. Peut-être plus si des documents originaux existent encore pour l'accompagner. » D'après ce que Lydia a trouvé ce jour-là, une histoire a commencé à émerger. Tobias Bell avait autrefois exploité un petit poste de billetterie et de contrôle des marchandises le long de la route qui transportait du bois et des fournitures essentielles à travers la partie nord de la ville. Avant qu'Ashbourne ne se développe en un lieu avec un marché, un bureau de poste et des entrepôts, les chariots tirés par des chevaux qui passaient devaient s'arrêter au poste de Bell pour enregistrer leurs marchandises, payer le péage routier et recevoir des instructions d'itinéraire. Ce n'était pas grand et pas impressionnant, mais pendant de nombreuses années, cela avait été l'un des premiers maillons qui maintenait le commerce de la région en mouvement. Ils restèrent à la bibliothèque jusqu'à presque la fin de l'après-midi. Lydia leur fit des copies des pages de documents pertinents, de la carte et d'une impression de la vieille photographie,
refusant de prendre de l'argent quand Nora admit maladroitement qu'il ne leur en restait plus. À la place, elle écrivit son numéro de téléphone sur un bout de papier et dit que s'ils avaient besoin de plus d'aide pour leurs recherches, ils n'avaient qu'à revenir. Au moment où Nora et Elias quittèrent le bâtiment de briques rouges, le ciel s'était déjà assombri. Ils firent les 5 kilomètres de retour à la propriété Whittaker dans le vent froid, les papiers glissés sous un manteau comme un trésor. Quand ils arrivèrent, les Ford étaient immobiles dans l'herbe humide. La petite cabane, à moitié cachée derrière une rangée de buissons secs, semblait sombre et silencieuse, comme si elle n'avait jamais révélé aucun secret. Elias ouvrit la portière de la voiture pour récupérer la vieille lampe de poche, tandis que Nora plia soigneusement les papiers et se dirigea droit vers la structure. Ils entrèrent de nouveau. Maintenant, ce petit espace exigu ne ressemblait plus seulement à un abri contre la pluie et le vent. Chaque planche, chaque égratignure, chaque clou rouillé semblait porter un poids supplémentaire. Elias balaya le faisceau de la lampe de poche le long des 4 murs plus attentivement que la veille. Dans la lumière faible et étroite, le bois révéla quelques détails supplémentaires qu'ils n'avaient pas remarqués au premier abord. Des traces de vieilles peintures sous la poussière, des trous de cheville où des étagères en bois auraient pu être fixées, des marques d'usure sur le sol comme si quelqu'un avait fait les 100 pas à un endroit précis pendant des années. Nora s'agenouilla dans un coin et frotta doucement la saleté près du rebord de la fenêtre avec le bout de son écharpe. Une autre ligne d'écriture faible apparut, non pas gravée aussi profondément que la marque TB, mais semblant plutôt avoir été hâtivement griffonnée avec une pointe de métal. Registre de la voie nord. Elias, viens voir. Il se pencha. Registre de la voie nord, peut-être. Si Lydia avait raison, cet endroit avait été une station pour enregistrer les marchandises, vendre des laissez-passer et percevoir des péages temporaires. Si c'est le cas, alors il devait y avoir eu des papiers ici, des registres, des archives, quelque chose de plus concret qu'une photographie et quelques notes dans les archives. Elias se leva et balaya lentement le faisceau de la lampe de poche sur le sol. Les vieilles planches s'emboîtaient avec une étanchéité inhabituelle pour une si petite structure abandonnée depuis si longtemps. Au milieu de la pièce, juste là où il serait le plus facile de passer, une planche était d'une couleur légèrement différente, comme si elle avait été soulevée et reposée il y a très longtemps. Il appuya sur le bord avec son talon, mais la planche ne bougea pas. « Il y a quelque chose là-dessous, dit-il. Tu es sûr, Nora? Mais elle a l'air différente des autres. Ils n'avaient pas d'outils, à l'exception d'un couteau de poche émoussé et du petit tournevis qu'Elias gardait dans le coffre de la voiture. Il sortit pour le chercher, puis revint et s'agenouilla au milieu du sol. Le tournevis ne glissait pas dans la première jointure du bois. Il changea d'angle et fit levier de l'autre côté. Après plusieurs tentatives énergiques, le bord de la planche se souleva avec un très faible bruit. Une fine poussière s'éleva, les faisant tousser tous les deux. Elias posa la lampe de poche sur le sol, glissa ses doigts dans l'interstice et souleva lentement la planche. En dessous se trouvait un espace creux. Il n'était pas très profond, seulement une quinzaine de centimètres, s'étendant sur presque toute la largeur de la cabane. Et à l'intérieur de cet espace sombre, il y avait quelque chose en métal. Nora retint son souffle. Elias tendit la main. Ses doigts touchèrent du fer froid et rugueux de rouille. Il saisit la poignée et la souleva à 2 mains. C'était bien plus lourd que ça n'en avait l'air. Une boîte en métal rectangulaire, de la taille d'une petite mallette, couverte de rouille brun-rouge, ses coins usés par le temps. Au centre se trouvait une vieille serrure qui avait presque fusionné avec le corps de la boîte. Il faisait trop sombre à l'intérieur. La dernière lueur de l'après-midi suffisait juste à faire briller la surface métallique d'un gris terne. Elias s'accroupit avec le tournevis à la main, Nora agenouillée à côté de lui, tous deux si silencieux qu'ils pouvaient entendre le vent bouger dans les lianes sur le toit. « Fais attention, dit-elle. Je sais. » Il glissa la pointe du tournevis dans le loquet de la serrure et essaya de tourner. Ça ne bougeait pas. Il changea de direction et fit le levier plus fort. La serrure protesta en grinçant, une fois, puis une autre. Finalement, après un craquement sec et strident, le loquet céda. Le couvercle de la boîte s'entr'ouvrit légèrement. À l'intérieur, il n'y avait ni or ni argent, ni rien de scintillant comme un trésor tel qu'on l'imagine habituellement. Ce qui se trouvait dans cette vieille boîte en fer, c'était du papier.
De nombreuses couches de papier soigneusement empaquetées et enveloppées dans une toile cirée jaunie par l'âge, sèche et cassante, mais toujours intacte. Au-dessus se trouvait un grand livre relié en cuir fin, ses bords recourbés par l'âge mais pas encore pourris. En dessous se trouvaient plusieurs jeux de documents pliés en trois, quelques petites cartes enroulées et attachées avec de la ficelle, et une épaisse enveloppe scellée avec de la cire rouge qui s'était fissurée. Nora tendit les deux mains pour soulever le grand livre, comme si elle ramassait un oiseau blessé. Sur la couverture, l'encre noire s'était estompée, mais les mots étaient encore lisibles. Grand livre et bureau de route Tobias Bell, passage nord. Mon Dieu, murmura Nora. Elias ne dit rien. Il resta simplement assis sur l'herbe humide, les yeux fixés sur la boîte, comme si tout pouvait disparaître s'il clignait des yeux. Nora ouvrit le grand livre. La première page était un registre des péages routiers, les dates écrites d'une écriture régulière et disciplinée. Des chariots transportant du bois, de la farine, des outils en métal. Chaque ligne listait le nom du conducteur, le nombre de caisses de chargement, le nombre de chevaux tirant la charge et les frais qui avaient été payés. Certaines pages enregistraient même la délivrance de laissez-passer pour la route du Nord et des permis de voyage de nuit pendant la saison des neiges. Ce n'était pas le carnet de notes aléatoire de quelqu'un qui avait séjourné temporairement dans la cabane. C'était le registre d'exploitation d'un véritable poste de contrôle. Elias prit une autre pile de papier. Les premières feuilles étaient des reçus. En dessous se trouvaient deux cartes dessinées à la main montrant d'anciennes routes traversant la forêt et se connectant au noyau originel d'Ashbourne. Une route était marquée plus audacieusement, passant directement par la propriété Whittaker. Dans la marge se trouvait une note. Approche du péage nord, Madame Nora. La voix de la femme les fit tous deux sursauter. Lydia Mercer marchait rapidement à travers l'herbe vers eux, tenant encore l'écharpe qu'elle n'avait pas encore complètement enroulée autour de son cou. Peut-être qu'en quittant la bibliothèque, elle avait senti quelque chose, ou peut-être était-ce simplement qu'une archiviste comme elle comprenait qu'après une découverte comme celle-ci, personne ne pouvait rester en place. « Je pensais que vous reviendriez ici, dit Lydia, puis elle ralentit en voyant la boîte ouverte sur l'herbe. « Qu'avez-vous trouvé? » Elias se décala pour qu'elle puisse voir clairement. Lydia s'assit immédiatement, sans se soucier que l'ourlette de sa robe en laine touche le sol humide. Elle enleva ses lunettes, les essuya rapidement, les remit et prit le grand livre avec une concentration totale. « C'est le registre original, dit-elle après quelques secondes, sa voix presque chancelante. Pas une copie, pas un document secondaire. Le registre original de Tobias Bell. » Elle feuilleta rapidement plusieurs pages, puis s'arrêta à une section vers la fin où l'écriture changeait, moins régulière, comme si elle avait été écrite pendant une période de tension. « Attendez !» Nora s'approcha. Lydia posa son doigt sur la ligne et lut à voix haute. « Le 14e jour de septembre, par nouvelle directive du Conseil de la route du Nord, l'autorité de perception des péages, des laissez-passer et de la garde des registres pour le segment de route de transition restera liée au bureau d'origine et au site de la cabane de contrôle, jusqu'à ce qu'un transfert légal soit exécuté sous le sceau du comté. » Elle leva les yeux. « Ce n'est pas juste un registre ordinaire. »« Qu'est-ce que ça veut dire? » demanda Elias. Lydia ne répondit pas immédiatement. Elle prit l'enveloppe scellée à la cire de la boîte, examina l'extérieur, puis prit une profonde inspiration. Si ceci contient des documents relatifs aux droits de contrôle de la route ou à des fonds d'entretien, alors ce n'est peut-être pas seulement une découverte historique. Cela pourrait aussi impliquer des droits légaux. Nora la fixa. Légaux, je ne suis pas prête à l'affirmer avec certitude, mais à l'époque, certains postes de commerce et cabanes de billetterie ne se contentaient pas de tenir des registres. Ils conservaient aussi des autorisations originales, des engagements financiers, parfois même le droit de percevoir des fonds routiers ou de contrôler le passage sur d'anciennes routes. Si ces choses n'ont jamais été correctement transférées lorsque la route a changé. Lydia laissa la phrase en suspens, mais Elias en comprit assez pour sentir son pouls battre fort dans ses tempes. Elle ouvrit soigneusement l'enveloppe scellée à la cire. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles de papier, plus épaisses que d'habitude, écrites à l'encre brun foncé avec le sceau rond de l'ancien comté estampillé dans le coin inférieur. Lydia lut la première page, ses yeux se déplaçant de plus en plus vite. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça dit? »
demanda Nora. C'est une lettre d'autorisation accordant à Tobias Bell le droit d'exploiter le poste de contrôle de la route du Nord au nom du Conseil des routes de transport d'Ashbourne. Il y a une clause sur les frais de route, les fonds d'entretien et... Lydia déglutit et se tourna vers la deuxième page. Et les droits d'accès au chemin secondaire traversant ce qui deviendrait plus tard des parcelles de terrain périphériques. Devenir plus tard. À cette époque, cet endroit n'avait pas encore été divisé en parcelles comme aujourd'hui. C'était un terrain ouvert. Mais si ce droit d'accès était lié à la cabane d'origine et n'a jamais été révoqué par écrit, alors cela pourrait affecter de nombreuses parcelles divisées plus tard de l'ancienne route des Memum. Elias s'affaissa complètement sur l'herbe, comme si ses genoux ne pouvaient plus supporter le poids de son corps. L'Ashbourne d'aujourd'hui s'était étendu loin au nord. Des terrains résidentiels, des garages, des scieries, des dépôts de matériaux de construction, tous se trouvaient sur le terrain que les anciennes cartes venaient de montrer comme l'ancienne route de transition. Lydia se tourna vers la troisième page. Cette fois, elle lut très lentement. Fonds en fiducie pour l'entretien de la route du Nord, établi à partir des revenus de péage perçus à la Station Bell, versés trimestriellement. Le solde résiduel après 3 ans sera converti en un fonds d'indemnisation foncière et d'amélioration de la route de transport. L'héritage de la responsabilité et des droits d'accès restera attaché à l'installation d'origine. Nora pouvait entendre le vent clairement. Le bruissement des feuilles se frottant les unes contre les autres. Le léger cliquetis du couvercle de la boîte en fer après que la main d'Elias l'ait accidentellement touché. « Êtes-vous sûr que cela a encore de la valeur ?» demanda-t-il. Lydia se tourna vers lui. « Je suis sûr d'une chose, cela doit être examiné par un spécialiste de l'histoire et un avocat en droit immobilier dès que possible. » Elle sortit son téléphone de la poche de son manteau. Le lendemain matin, la première voiture apparut sur le chemin de terre menant à la propriété Whitaker alors que le givre ne s'était pas encore complètement levé de l'herbe. C'était un break bleu foncé couvert de poussière de la route qui s'arrêta à quelques pas de la cabane. La femme qui en sortit avait la soixantaine, les cheveux argentés courts, portait un long manteau marron et transportait 2 sacs en cuir remplis de documents. Lydia l'accompagnait, tenant un tube de cartes et un épais dossier de papier. « Madame Nora, Monsieur Elias », appela Lydia, sa voix urgente mais teintée d'excitation. « Voici le docteur Margaret Hale de la Société historique de l'État. » Margaret Hale ne perdit pas de temps en longue politesse. Elle serra la main de chacun d'eux, ses yeux déjà attirés par la minuscule structure derrière eux. La cabane semblait encore plus modeste maintenant, à côté d'une historienne dont la prestance était si précise et posée. Mais quelques minutes seulement après être entré, s'être penché pour examiner la gravure TB sur le mur, avoir vérifié les joints en bois autour du cadre de la porte et les avoir comparés avec la copie de la photographie que Lydia avait apportée, l'expression de Margaret changea. « Il reste très peu de doute, dit-elle, debout au milieu du sol poussiéreux, le grand livre de Tobias Bell ouvert dans ses mains. C'est la cabane du poste de contrôle du passage nord. La structure en bois, l'assemblage à tenons et mortaises, les dimensions, l'emplacement de la parcelle, tout correspond à la période du début des années 1870. Elias se tenait dans l'embrasure de la porte, les 2 mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau. « Alors, c'est réel. Pas seulement réel, répondit Margaret. C'est extraordinairement important. » Elle passa près de 4 heures sur place. Elle mesura chaque mur, photographia chaque côté extérieur, chaque marque de clou, chaque morceau de bois qui conservait encore des traces de vieille peinture. Elle examina la boîte en fer, vérifia l'enveloppe scellée à la cire et nota soigneusement chaque détail. Quand elle eut terminé, elle se tint à côté de sa voiture, ferma le dossier dans ses mains et s'adressa à Nora et Elias d'un ton plus formel qu'auparavant. Si Ashbourne a jamais eu une structure fondatrice pour son premier système de transport, c'est bien celle-ci. Elle est antérieure à de nombreux bâtiments que la ville considère maintenant comme symboliques. Historiquement, cette découverte est stupéfiante, mais l'histoire n'était pas la seule chose sur le point de tout changer. Le même après-midi, Lydia revint, cette fois avec un homme asiatique d'une 40aine d'années, portant un simple manteau noir, des lunettes et une fine mallette. Il se présenta comme Daniel Kim, un chargé de cours en droit immobilier à l'Université du Vermont, à qui l'un des collègues de Lydia avait demandé de jeter un œil aux documents qu'ils avaient trouvés. Daniel lut sur place,
à la table pliante que Nora et Elias avaient installée sur l'herbe. Il examina d'abord les copies, puis enfila soigneusement des gants pour examiner les originaux. Il resta silencieux si longtemps qu'Elias commença à s'inquiéter, incapable de dire si ce silence signifiait une bonne ou une mauvaise nouvelle. Finalement, Daniel posa le dernier papier, enleva ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « Je dois être très clair, commença-t-il. Je ne suis pas un avocat qui vous représente, et ce n'est pas encore un avis juridique formel. Mais si ces documents sont authentiques, alors cette affaire ne s'arrête pas au fait que vous possédez une structure historique. » Nora se redressa. « Qu'est-ce que c'est d'autre? » Daniel sortit une carte moderne d'Ashbourne que Lydia avait préparée à l'avance, puis la superposa à l'ancienne carte du passage nord de Tobias Bell. Des lignes d'encre dessinées à près d'un siècle d'intervalle s'alignèrent soudainement d'une manière glaçante. La route d'accès marquée, décrite dans les papiers d'autorisation, traversait ce qui était aujourd'hui une grande bande de terre comprenant une scierie, un site de stockage de matériaux de construction, 2 entrepôts d'expédition, une partie d'un relais routier et 3 rangées de maisons récemment développées ces dernières années. Cette clause, dit Daniel en tapotant du doigt une ligne de l'ancien document, lie les droits d'accès et de gestion de la route de transfert au bureau d'origine, c'est-à-dire la cabane de Bell, jusqu'à ce qu'il y ait un transfert ou une libération écrite valide. Je n'ai pas vu de preuve de cette libération. Si elle n'existe pas ou n'a jamais été correctement enregistrée, alors il est possible que ces droits n'aient jamais été éteints. Elias fronça les sourcils. Des droits d'accès, pourquoi? Cette route n'existe même plus. La route physique peut disparaître, dit Daniel, mais le droit légal peut parfois subsister s'il n'a jamais été correctement résolu. Et ici, il y a aussi le fonds en fiducie pour l'entretien du passage nord. Si ce fonds a été accumulé, converti ou absorbé dans des transactions foncières ultérieures sans une résiliation claire, vous pourriez avoir des motifs pour réclamer des droits financiers ou contraindre les propriétaires fonciers actuels à négocier afin de clarifier la chaîne de titres. « De quelle valeur parle-t-on? » demanda Nora très doucement. Daniel resta silencieux quelques secondes. Difficile à dire immédiatement, mais pas quelques milliers de dollars, et pas quelques dizaines de milliers. Elias le dévisagea. Daniel continua de parler lentement pour que chaque mot soit bien compris. Si les parties intéressées choisissent un règlement à l'amiable plutôt qu'un long procès, le chiffre pourrait atteindre des millions de dollars. Le vent balaya l'herbe, faisant trembler les bords de la carte. Lydia la maintint avec ses mains gelées. Margaret Hale, qui était restée un peu plus longtemps pour entendre l'évaluation juridique, ferma son carnet et dit « En plus de cela, étant donné l'importance de cette structure, vous pourriez demander un statut de préservation au niveau de l'État très rapidement. Peut-être même vous diriger vers un classement national. Cela ouvrirait la porte à d'importantes subventions de restauration. » Nora regarda la cabane de 10 mètres carrés couverte de lierre. 2 jours plus tôt, c'était la raison pour laquelle les gens de la ville se moquaient d'eux. Maintenant, sous la pâle lumière de l'après-midi, elle se tenait là, tranquillement, comme si elle n'avait jamais eu besoin de la reconnaissance de personne. Comme si toutes ces années, elle avait simplement attendu patiemment que les bonnes personnes ouvrent cette porte. Daniel ferma sa maillette. La première chose que vous devez faire est de trouver un très bon avocat spécialisé dans les litiges de propriété historique. La deuxième chose est de ne rien signer si quelqu'un vient ici pour vous proposer d'acheter cet endroit. Au moment où il finissait de parler, le bruit d'un autre moteur de voiture se fit entendre sur le chemin de terre, alors qu'un autre véhicule approchait. La première personne à en sortir fut une grande femme dans un pardessus bleu foncé, portant une serviette en cuir. Derrière elle venait un homme plus petit aux cheveux grisonnants et un petit badge sur le revers de son manteau. Lydia les reconnut la première. « C'est Sarah Donnelly, dit-elle doucement à Nora, une avocate spécialisée en droit de propriété et en terrain historique à Montpellier. Et l'autre, c'est le maire adjoint Alan Pierce. » Elias regarda Daniel Kim. Il haussa simplement les épaules. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne le pensais. Sarah Donnelly s'avança d'une manière nette et décisive. Elle salua chaque personne mais ne perdit pas de temps en politesse. Le maire adjoint Pierce était différent. Il souriait plus que nécessaire, ses yeux se déplaçant entre la petite cabane, la boîte en fer posée sur la table pliante, et les visages de Nora et Elias, comme s'il essayait de calculer la vitesse à laquelle une situation inattendue évoluait. « J'ai été appelé par la Société historique de l'État, » dit Sarah.
Ils m'ont dit qu'il y avait un problème ici qui devait être traité très tôt, avant que trop de gens ne le découvrent. J'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard, répondit Lydia. Sarah hocha légèrement la tête, puis se tourna vers Nora. Puis-je voir les documents? Pendant près d'une heure, elle examina chaque pièce avec soin. Elle ne survola rien. Elle ne devina rien. Elle étudia les originaux, les seaux de cire, les descriptions de parcelles, les notes manuscrites, puis remplit son carnet de notes de danse. Quand elle leva les yeux, son expression n'était pas dramatique, mais elle suffisait pour que tout le monde comprenne qu'elle venait de voir quelque chose de réel poids. Vous avez besoin d'une représentation immédiatement, dit Sarah. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Le maire adjoint Pierce intervint, sa voix si agréable qu'elle en était presque mielleuse. La ville veut seulement s'assurer que cela est géré dans la bonne direction. Si cette structure signifie vraiment ce que tout le monde dit, alors moralement, elle appartient à la communauté d'Ashbourne. Elias croisa les bras sur sa poitrine. Elle nous appartient. Nous l'avons achetée légalement. Bien sûr, répondit rapidement Pierce. Je veux seulement dire que la ville pourrait aider. Peut-être avec un rachat raisonnable avant que les choses ne se compliquent. Sarah tourna la tête vers lui. Monsieur Pierce, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas le moment de parler d'un rachat. Si la chaîne de droits attachée à cette propriété est encore valide dans une certaine mesure, toute offre sous-informée à ce stade pourrait être considérée comme opportuniste. Pierce se tut, mais son sourire s'estompa un peu. Le même après-midi, Sarah accepta de représenter Nora et Elias sur la base d'honoraires conditionnels. Elle ne prendrait aucun frais d'avance. S'il y avait une indemnisation ou un règlement, elle recevrait un pourcentage du résultat. Pour deux personnes qui n'avaient plus rien d'autre qu'une vieille voiture et une cabane couverte de lierre, cela ressemblait presque à un second miracle après la boîte en fer sous le plancher. Les jours suivants passèrent comme un tourbillon. Margaret Hale déposa une demande de reconnaissance d'urgence auprès de la Société historique de l'État. Daniel Kim envoya à Sarah son mémo juridique préliminaire concernant les droits d'accès du passage nord et le fonds en fiducie pour l'entretien. Lydia devint un pont indispensable, les aidant à retrouver des documents supplémentaires dans les archives du comté, la vieille église, et même des registres d'inventaire prenant la poussière au sous-sol de la mairie. Sarah, pendant ce temps, commença à faire ce qu'elle faisait de mieux. Retracer la chaîne des transferts de terre sur plus d'un siècle. Chaque maillon émergea lentement mais clairement. Lorsque l'ancienne route de transport fut abandonnée, les terres le long du chemin furent progressivement divisées en parcelles plus petites et vendues à travers plusieurs générations de propriétaires. Des entrepôts furent construits, la scierie s'agrandit, une station de transfert de fret fut établie. Plus tard vint le nouveau développement résidentiel à la lisière nord. À travers des dizaines de ces transactions, les descriptions de surface des terres changeaient constamment, mais les dispositions relatives aux droits d'accès liés à la Cabin Bell ne semblaient jamais avoir été entièrement libérées par écrit. Pire encore pour la ville, le fonds d'entretien mentionné dans les documents originaux montrait des signes d'avoir été absorbé dans deux programmes d'expansion routière ultérieurs sans que la base juridique sous-jacente n'ait jamais été correctement clarifiée. La nouvelle commença à fuiter. Au début, ce n'était que des discussions au restaurant et à la station-service. Puis vinrent les publications sur les réseaux sociaux des résidents locaux. Ensuite, un journaliste du journal du comté se présenta et prit une photo de Nora et Elias debout à côté de la minuscule structure, sous un titre sur le couple de sans-abri qui a acheté une cabane à 3 $ et découvert des droits valant des millions. Les gens qui s'étaient autrefois moqués d'eux passaient maintenant plus lentement qu'avant. Mais cette fois, non pas pour se moquer, mais pour mieux voir, comme si leurs propres yeux devaient confirmer que c'était vrai. Un soir de début décembre, alors que Nora faisait bouillir de l'eau sur une plaque électrique alimentée par une rallonge temporaire d'un petit générateur que Margaret avait aidé à louer, un VUS noir s'arrêta à l'entrée. Vanessa et Martin Cole en sortirent. Le couple qui avait ri le plus fort à la vente de succession se tenait maintenant dans le vent froid, avec un rare air de malaise. « Nous voulions juste parler un instant », dit Vanessa, n'ayant plus sa moquerie d'antan. Il y a peut-être eu un malentendu l'autre jour. Elias se tenait sur la baisse marche de la porte de la cabane, les regardant de haut sans répondre. Martin s'éclaircit la gorge.
Si vous envisagez de vendre, je connais quelques investisseurs en préservation historique. Je pourrais aider à arranger quelque chose rapidement, en privé, pour un bon prix. Sarah, qui était assise à la table pliante à examiner des documents, sortit juste derrière Elias. Toutes les discussions relatives à la vente ou à la négociation doivent passer par moi. Vanessa força un sourire. Bien sûr, nous pensions juste, en tant que voisins, que quand vous avez pris des photos pour vous moquer de nous, dit Nora de l'intérieur, je ne me souviens pas qu'on nous considérait comme des voisins. Personne ne répondit à cela. Martin tendit une carte de visite à Sarah, puis ramena sa femme vers la voiture. La même semaine, la mairie annonça qu'elle tiendrait une réunion publique spéciale pour discuter de la réponse officielle d'Ashbourne à la découverte entourant la Cabin Bell, les droits liés au passage nord et les réclamations légales qui pourraient découler de la chaîne historique des transferts de terre. Cette nuit-là, Sarah plaça une épaisse pile de documents devant Nora et Elias sur la table pliante, installée contre le vieux mur en bois. « Cette réunion va tout changer, dit-elle. La réunion spéciale du conseil municipal eut lieu à la mi-janvier dans la grande salle du deuxième étage de la mairie. C'était une soirée si froide que les coins des vitres étaient devenus blancs de givre, mais à l'intérieur, l'air était chaud et tendu comme un fil tiré. Les sièges se remplirent tôt. Le propriétaire de la scierie du Nord vint. Le directeur de la station de transfert vint. Les résidents des nouvelles maisons sur l'ancienne route vinrent. Le journaliste du Journal du Comté s'assit dans la rangée de gauche avec un carnet déjà ouvert. Lydia Mercer était là. Margaret Hale aussi. Sarah Donnelly s'assit à côté de Nora et Elias au premier rang, avec un épais dossier noué de ficelles rouges posé devant elle. Cette fois, personne ne regarda le vieux couple, comme s'ils étaient une bizarrerie. Les yeux tournés vers eux portaient des nuances entièrement différentes. Maintenant, de la curiosité, de la prudence, de l'inconfort, et sur quelques visages, une inquiétude non dissimulée. Le maire adjoint Alan Pierce frappa le marteau pour ouvrir la réunion. Le maire était absent pour une conférence hors de l'État, alors Pierce présidait la session avec une gravité soigneusement mesurée. « Nous sommes ici ce soir, commença-t-il, pour discuter des récentes découvertes concernant la Cabin Bell, une structure historique nouvellement identifiée sur un terrain appartenant autrefois à la propriété Whittaker, maintenant propriété de Monsieur et Madame Nora et Elias Bennett. » Une vague de murmures s'éleva puis se calma. Pierce continua. « En plus de sa valeur patrimoniale, les documents nouvellement découverts peuvent soulever certaines questions juridiques impliquant des droits d'accès liés à l'ancien passage nord, des obligations liées au fonds d'entretien historique et à la chaîne des transferts de terre sur de nombreuses générations. La Ville souhaite résoudre toutes les questions de manière juste, ordonnée et dans l'intérêt public. L'intérêt public, dit une voix d'homme depuis la rangée du milieu. C'était Howard Kessler, propriétaire de la plus grande scierie du district Nord. Ça a l'air très bien, mais si ces vieux papiers signifient que nous devons payer pour un droit dont personne ne connaissait l'existence, alors appeler ça l'intérêt public est un peu difficile à avaler. Plusieurs murmures d'approbation s'élevèrent aussitôt. Sarah se leva. « Monsieur Kessler, personne ne vous demande rien ce soir, mais il doit être clair que mes clients ont une base légale pour demander une redétermination des droits découlant des documents originaux récemment découverts. Si les parties souhaitent éviter un long procès, cela nécessitera de la bonne volonté, pas du déni. »« De la bonne volonté », s'écria une femme depuis la rangée du fond. « Nous avons acheté notre maison avec les économies de toute une vie. Nous n'avons rien volé. Personne n'a dit que vous aviez volé quoi que ce soit, » répondit Sarah, sa voix égale. « Le droit de la propriété ne fonctionne pas sur le sentiment moral personnel. Il fonctionne sur des documents, des chaînes de titres et des procédures de décharge. » Margaret Hale fut invitée à parler ensuite. Elle présenta brièvement mais fermement l'importance de la Cabin Bell, l'un des premiers maillons de l'infrastructure de transport précoce d'Ashbourne, un artefact physique rare et survivant, qualifié pour un classement de préservation par l'État et très susceptible de recevoir des subventions de restauration. Ces paroles firent taire la salle pendant plusieurs minutes, car même les personnes les plus anxieuses comprenaient qu'elles assistaient à la renaissance d'un morceau d'histoire oublié dans leur propre ville. Puis Daniel Kim, invité par Sarah en tant qu'expert, présenta l'évaluation juridique préliminaire. Il n'utilisa aucun langage sensationnel. C'est précisément cette retenue qui rendit la situation plus lourde. Pour le dire brièvement, conclut Daniel,
Il y a des indications claires que les droits d'accès liés à l'ancien passage nord et une partie du fonds et une fiducie associée n'ont jamais été entièrement clarifiés à travers de nombreuses transactions ultérieures. Cela ne signifie pas que chaque propriétaire actuel perdra des terres ou sa maison, mais cela peut créer une obligation de négocier afin de confirmer, racheter ou régler les droits en suspens. Combien? Demanda bruyamment Howard Kessler. Le chiffre final dépend de la négociation, dit Daniel, mais la valeur potentielle totale pourrait atteindre des millions de dollars. Toute la salle sembla se contracter. Nora regarda autour d'elle. Les visages qui s'étaient autrefois moqués d'elle à la vente de succession étaient maintenant assis ici, le visage pâle. Certains étaient en colère. Certains étaient confus. Certains ne pouvaient cacher leur peur d'être entraînés dans une bataille juridique dépassant leurs moyens. Le maire adjoint Pierce se pencha vers le microphone. Par conséquent, la ville propose une solution raisonnable. Le conseil pourrait décider d'acheter la Cabane Bell et d'assumer les droits connexes par une juste compensation à M. et Mme Bennett. De cette façon, la gestion des conséquences appartiendrait au gouvernement local plutôt que de faire peser le fardeau sur les épaules de deux citoyens âgés. Nora entendit Sarah inspirer à côté d'elle. Elias s'était déjà avancé, mais elle posa sa main sur le bras de son mari avant qu'il ne puisse se lever. « Non, dit Nora, un seul mot, mais toute la salle devint complètement silencieuse. Elle se leva lentement. Son manteau n'était pas neuf et l'écharpe en laine autour de son cou était effilochée sur les bords, mais la façon dont elle se tenait rendait ces choses sans importance. Elias se leva avec elle. Sarah recula d'un demi-pas, laissant la place à Nora pour parler. « Il y a 3 mois, commença Nora, sa voix claire et stable, mon mari et moi dormions dans notre voiture derrière la station-service. Notre maison avait brûlé. La compagnie d'assurance a refusé de payer. Il nous restait 3,14 $. Personne dans cette salle n'est venu en courant pour demander comment nous allions survivre. Personne ne bougea. Puis nous avons dépensé 3 $ pour acheter une minuscule cabane que tout le monde disait ne même pas mériter le nom de maison. Certaines personnes ont pris des photos, certaines personnes ont ri, certaines personnes nous ont traités de fous. » Vanessa Cole baissa la tête pour fixer ses mains. Nora continua sans élever la voix, mais chaque mot pénétra directement dans la pièce. « Et maintenant, vous êtes tous assis ici. Ok, c'est parce que ce que nous avons trouvé pourrait valoir des millions de dollars. Vous voulez savoir ce que nous allons en faire, n'est-ce pas? Je vais vous le dire maintenant. » Sarah ouvrit le dossier et en sortit une série de papiers qui avaient déjà été préparés. « Mon mari et moi ne voulons pas qu'Ashbourne soit déchiré par des procès, » dit Nora. « Les familles qui ont acheté des terres de bonne foi ne devraient pas passer des années à vivre dans l'ombre d'un litige qu'elles n'ont pas créé. Nous proposons donc un règlement unique. » Howard Kessler releva brusquement la tête. Chaque propriétaire détenant actuellement un terrain qui se trouve sur l'ancien passage nord ou est lié au droit d'accès connexe aura la possibilité de régler et de clarifier le dossier pour un paiement symbolique de 100 $ par parcelle. Une vague d'étonnement se propagea dans la salle. Pierce cligna des yeux à plusieurs reprises. « Vous voulez dire 100 $? Oui, répondit Nora. Pas 100 000, 100. Quelqu'un bondit de sa chaise. D'autres se tournèrent les uns vers les autres et demandèrent à nouveau comme s'ils avaient mal entendu. Howard Kessler, qui quelques minutes plus tôt était tendu comme un fil trop étiré, resta complètement immobile. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais ne put en produire un mot. Le maire adjoint Pierce cligna des yeux à plusieurs reprises, l'expression calculatrice de son visage déchiré par un étonnement tout à fait sincère. Sarah Donahue distribua des copies de la proposition au conseil. Margaret Hale en reçut une, Lydia aussi. Les papiers passèrent de main en main au milieu d'un flot de murmures. « C'est la première partie, dit Nora avant que la salle ne se soit complètement calmée. La deuxième partie concerne le fonds d'entretien historique et les droits d'accès à l'ancienne route. Selon notre avocate, ces questions pourraient être utilisées pour négocier davantage, chercher une compensation supplémentaire ou se transformer en une bataille juridique de plusieurs années. Nous ne voulons pas de ça. » Elias se tenait à côté de sa femme, une main posée sur le dossier de la chaise devant lui, comme pour se stabiliser sous l'attention de toute la salle. « Quant à ces droits, poursuivit Nora, nous les transférons à la ville d'Ashbourne à des conditions claires. Ils doivent être utilisés pour le bien public. Aucune entreprise privée ne peut les monopoliser et ils doivent être liés à la préservation de la Cabane Bell
en tant que véritable site historique et non comme un objet promotionnel. Pierce leva les yeux. Vous le rendez à la ville, oui. Mais sa valeur, je connais sa valeur, le coupa Nora. Je connais aussi la valeur de dormir dans une voiture en novembre quand on ne sait pas où on ira le lendemain matin. Personne ne l'interrompit plus. Sarah sortit une autre série de papiers du dossier. La dernière partie, dit-elle au nom de ses clients, est la disposition visant à créer une organisation à but non lucratif appelée la Fondation Bell House. Cette organisation recevra la cabane Bell, gérera les règlements symboliques, recevra les subventions de restauration de l'État, recevra les dons privés s'il y en a, et utilisera tout cet argent dans un seul but, poursuivit Nora, pour aider les personnes âgées d'Ashbourne qui perdent leur maison, se voient refuser de l'aide ou tombent en crise comme nous l'avons fait. Un autre silence tomba. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de l'étonnement. C'était plus lourd, plus profond, comme le genre de silence qui apparaît lorsqu'une communauté est forcée de se regarder dans un miroir. Vanessa Cole fut la première à pleurer. Les larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse attraper un mouchoir, ce qui fit que Martin Cole, assis à côté d'elle, baissa la tête comme pour échapper au regard de tout le monde. Howard Kessler s'assit très lentement, les coudes appuyés sur ses genoux. Lydia Mercer leva une main pour se couvrir la bouche. Margaret Hale ferma les yeux quelques secondes, comme pour stocker ce moment au plus profond de sa mémoire professionnelle. Le maire adjoint Pierce ajusta le microphone, mais sa voix n'était plus aussi lisse qu'au début. Monsieur et Madame Bennett, c'est une proposition extraordinaire. Je pense que je peux parler au nom du Conseil en disant qu'aucun de nous ne s'attendait à une telle décision. Nous n'avons pas besoin de millions de dollars pour recommencer à vivre. Elias parla pour la première fois de toute la réunion. Nous avons besoin d'un abri, d'une opportunité et d'une raison de continuer à nous lever chaque matin. Cette cabane nous a donné les trois. La réunion se poursuivit pendant près de 2 heures de plus. Le Conseil examina chaque clause. Sarah répondit à chaque question. Daniel Kim, assis dans la rangée à côté de Lydia, ajouta les notes juridiques nécessaires. Finalement, sous les yeux de presque toute la ville d'Ashbourne, le Conseil vota pour approuver la proposition en principe et s'engagea à travailler avec l'État pour compléter le classement de préservation, résoudre la chaîne de droits du Passage Nord et aider la Fondation Bell House à démarrer ses opérations. Quand la réunion se termina, les gens ne se levèrent pas bruyamment comme à leur arrivée. Ils se rassemblèrent en petits groupes, plus calmes maintenant, plus lents, comme s'ils venaient de traverser quelque chose qui avait déplacé l'ancienne position de chaque pensée dans leur esprit. Vanessa et Martin Cole s'avancèrent des premiers. Il n'y avait plus aucune trace de leur vernis habituel, aucune arrogance, aucun ton de gens qui s'étaient toujours cru un cran au-dessus des autres. « Madame Bennett, dit Vanessa, puis sa voix se brisa un instant. Je suis désolé pour les photos, pour les choses que j'ai dites. Je me suis comporté cruellement. Nora la regarda quelques secondes, puis hocha la tête. Je sais. Martin sortit une enveloppe de la poche de son manteau. Nous aimerions faire la première contribution au fond, si vous le permettez. Sarah l'acceptera en notre nom, répondit Elias. Lydia sortit avec Nora et Elias quand la nuit était complètement tombée. Les marches de la mairie étaient couvertes d'une fine couche de givre et les lampadaires projetaient une douce lumière jaune sur la vieille neige, pas encore complètement fondue le long du trottoir. Sur la place en bas, quelques personnes se tenaient encore en petits groupes, mais quand elles virent le couple passer, elles firent plus que les regarder. Elles hochèrent la tête, elles s'écartèrent, elles les appelèrent par leur vrai nom. Un an plus par à la lisière nord d'Ashbourne, la cabane de 10 mètres carrés autrefois couverte de lierre avait été soigneusement restaurée jusqu'à chaque joint de bois. La végétation sauvage ne l'engloutissait plus, bien qu'une partie ait été conservée sur un treillis sur le côté, comme un rappel de la coquille semblable à un déchet qui avait autrefois caché un trésor. Le toit avait été renforcé avec des matériaux d'époque. La petite fenêtre avait été équipée d'un nouveau verre dans le style ancien. Le mur intérieur avec la gravure TB et l'année 1871 avait été préservé derrière un écran transparent. La planche du sol sous laquelle la boîte en fer avait été trouvée portait une petite plaque de laiton enregistrant la date de la découverte. Juste à côté, sur le terrain agrandi grâce au fonds de restauration et aux premières contributions, un bâtiment modeste mais chaleureux s'était élevé, pas grand, pas luxueux, juste assez pour servir de petit bureau,
de salles de stockage de nourriture, de salles de réception et de 2 chambres d'urgence pour les personnes âgées temporairement sans abri. Le panneau en bois à l'entrée indiquait Abri de la Fondation Bell House, aide et archives. La vieille Ford Taurus ne se trouvait plus derrière la station-service. Elle reposait au bout de la cour, à côté de la clôture en bois nouvellement construite, comme un témoin silencieux du chemin qu'ils avaient parcouru. Elias accrochait un petit cadre en bois sur le mur du porche quand Nora sortit avec 2 tasses de thé chaud. Dans le cadre se trouvait un vieux billet d'1 $, aplati proprement derrière une vitre. En dessous, une simple ligne gravée. La valeur ne réside pas dans les apparences. Lydia traversa rapidement la cour depuis le bâtiment latéral, tenant le nouveau dossier d'admission de la semaine. Sarah Donahue venait d'appeler pour dire que tous les accords de règlement symboliques finaux avaient été conclus. Margaret Hale reviendrait à la fin du mois pour préparer un dossier d'exposition historique élargi. Au début du chemin de terre, une autre voiture approchait lentement et sur son pare-brise était collée une demande d'aide d'urgence écrite d'une main tremblante. La voiture s'arrêta devant le simple portail en bois de la fondation Bell House. La portière s'ouvrit lentement. Une femme âgée en sortit, serrant un vieux sac en tissu dans ses bras, comme si c'était la seule chose qui lui restait. Le vent froid balayait toujours le terrain découvert, mais cet endroit ne ressemblait plus à un coin oublié. Nora descendit la première du porche. Elias se tenait derrière elle, silencieux mais stable comme toujours. « Entrez, dit Nora, sa voix douce mais ferme. Nous avons une place pour vous. » La porte s'est ouverte et l'histoire a recommencé depuis le début, avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui regarderont une cabane de 10 mètres carrés couverte de lierre et ne verront que des débris. Il y a des gens qui regarderont les 3 derniers dollars et ne verront qu'une fin. Mais il y a aussi quelques personnes, très peu, qui regarderont cette même chose et y verront un commencement. L'histoire de Nora et Elias n'est pas de la chance. C'est une question de la façon dont ils ont vu la valeur quand le monde entier ne voyait que de l'inutilité. De s'accrocher à la dignité tout en étant ridiculisés et de choisir de donner quand ils auraient pu tout garder pour eux. Si vous êtes à un moment où tout semble perdu, si vous tenez les 3 derniers dollars de votre vie dans votre main, que cela signifie de l'argent, une opportunité ou la foi, souvenez-vous de ceci. Ce n'est peut-être pas la fin. C'est peut-être simplement la seule chose assez petite pour que vous osiez parier dessus. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et si vous croyez que parfois, la chose la plus folle est en fait la bonne chose à faire, continuez à suivre les histoires à venir.